Bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bienvenue à Guelma. Guelma, la ville martyre, où les Algériens ont écrit l'une des pages les plus glorieuses de notre histoire. Le 8 mai 1945, à l'instar de Sétif, de Kharrata et d'autres villes, Guelma fut le théâtre d'un massacre prémédité, massacre commis par l'armée coloniale française, assistée par les milices des colons. Ils ont massacré le peuple algérien qui a osé déchirer le linceul d'infamie dans lequel cette armée coloniale prétendait l'enterrer vivant. Pour revenir sur cette page glorieuse de notre histoire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, ici, au musée des Moudjahides de Guelma, M. Kamel Ben Yaïch et les journalistes et auteur d'un ouvrage remarquable, justement, sur les massacres du 8 mai 1945. J'ai le plaisir de recevoir également M. Mohamed Memcha, ancien recteur de l'université de Guelma, mais aussi un ancien activiste dans le cadre de la fondation 8 mai 1945 par devoir de mémoire. J'ai le plaisir de recevoir également M. Kamel Filali, spécialiste du droit international. Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les dossiers de la mémoire. J'aimerais commencer avec vous. Une question pour vous. Est-ce qu'on peut dire que les manifestations du 8 mai 1945 cristallisent un siècle de frustration, mais aussi d'humiliation? Je commence avec vous, M. Kamel Ben Yaïch. Tout à fait. Le 8 mai 1945 est une étape importante dans le mouvement national. Le 8 mai 1945 est un tournant dans la lutte du peuple algérien contre la colonisation. Le 8 mai 1945 est la fin d'une époque et la fin des résistances populaires, des révoltes, et aussi la fin de la révolution par les lois. Et c'est aussi le début d'une autre époque, à savoir la lutte de libération nationale, d'autant plus que de nombreux historiens algériens et français considèrent que le 8 mai 1945 a été le détonateur de la révolution de novembre. Monsieur Mohamed Memcha. Donc, le 8 mai, c'était les prémices de déclenchement de la révolution du 1er novembre. Et le concept même, ou le qualificatif du 8 mai, ça a évolué. On parlait d'événements, on parlait de manifestations, et ça a évolué avec le temps, avec le concours des différentes associations, du travail de mémoire qui a été fait à différents niveaux, particulièrement dans les milieux universitaires. Et maintenant, le qualificatif sur lequel je crois il y a un consensus de part aussi bien les historiens que les juristes, on parle réellement de massacre et de génocide. Voilà. Monsieur Filali. Merci. Pardon. Moi, je commencerai par dire d'abord gloire à nos martyrs, et ensuite indiquer avec beaucoup d'affirmation que le 8 mai 1945 est une date charnière dans l'histoire nationale algérienne. Et je citerai, peut-être que je citerai deux personnes, peut-être commencer par Kateb Yassine, qui avait écrit même le 8 mai 1945 a aidé dans sa prise de conscience nationale. Non pas à aider dans le sens où cette date donc est venue définitivement. Définitivement poussée. Elle l'a aidé à prendre cette conscience nationale
et il a écarté le doute. Le doute n'était pas là. Et donc, c'est une date charnière, et ce n'est pas uniquement qui le dit, je l'ai cité parce qu'il est auteur, il y a d'autres écrivains qui ont dit cela, mais de l'autre côté du colonialisme, de l'occupant de l'époque, il y a aussi Duval qui avait dit, après les massacres, après les atrocités, après les atteintes multiples sous différentes formes à l'Algérien, et notamment à la race d'Algériens, parce que l'Algérien, étant indigène, étant gênant, ne peut pas, il est inacceptable pour le colon et ses dirigeants qu'ils réagissent. Et après ces massacres, ces atrocités, etc., il a prononcé cette phrase très indicatrice de l'avenir national qu'avait le mouvement national, dans le sens où je vous ai donné 10 ans. Je vous ai donné un repos de 10 ans. Essayez de repenser l'Algérie, sous peut-être avec une différente approche, où peut-être beaucoup plus de droits seraient accordés. Mais la réponse aussi a été intégrée dans les slogans présentés en 1945, notamment à Sétif, dans le sens où il disait j'essaye de présenter un résumé. Justement, avant d'aborder l'origine de ces manifestations, portez vous le sujet tout d'abord, puis cette page signée par notre ami média et on M. Filali. 1940, les Alliés célébrèrent l'Allemagne nazie, les Algériens dans les grandes villes, notamment du Constantinois. Ces Algériens répondaient justement à l'appel du parti du peuple algérien, PA, qui a tenu à célébrer également cette victoire dans un élan patriotique sans précédent. La ligne était alors claire, très claire même, à savoir appeler à la France et ses alliés les revendications nationalistes du peuple algérien qui aspire à son indépendance par le biais de manifestations pacifiques. La réponse fut violente, voire barbare et inhumaine, dans des villes déjà quadrillées par l'armée française et appuyées par des milices de colons. Cette violence d'État était exercée souvent avec une très grande brutalité, avec des soutiens dans la plus haute administration coloniale. C'est le cas, à titre d'exemple, du préfet de Constantine, Lestrade Carbonel, et du sinistre André Achari, alors sous-préfet de Guelma. À Sétif, le drame commence lorsque des policiers français veulent se saisir du drapeau national, brandi allègrement et fièrement pour la première fois, avec d'autres banderoles réclamant l'indépendance nationale. Très vite, la férocité de la répression va s'étendre à toutes les villes, villages et mechtas où l'on assiste à une levée en masse des autochtones. À Guelma, les arrestations et les actions des milices suscitent un élan de solidarité des Algériens face aux colons de la région. Les civils européens et la police coloniale se livrent ainsi à des exécutions massives et à des représailles collectives. Et pour empêcher toute enquête, ces milices réouvrent les charniers et incinèrent les cadavres dans les fours à chaux d'Héliopolis. Quant à l'armée, appuyée par les travailleurs sénégalais, son action était assimilée par certains observateurs à des opérations de guerre, une guerre contre un peuple désarmé. De Kherrata à Béjaïa, 15 000 femmes et enfants doivent s'agenouiller avant d'assister à une prise d'armes. Le bilan de ce crime contre l'humanité de ce printemps de 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata était lourd, très lourd même. 45 000 morts, des milliers d'arrestations et d'innombrables veuves et orphelins. Jamais ce bilan macabre ne découragera la volonté du peuple algérien de briser définitivement le joug colonial.
C'était là une page signée par notre ami Ismail Belkaidia. Monsieur, je reviens donc vers vous. La marche était pacifique, la manifestation était pacifique, c'était indéniable. La manifestation. Vous avez évoqué les mots d'ordre, des mots d'ordre qui étaient clairs. Indépendance, libération des détenus politiques, notamment Salih Hadj, n'est-ce pas? Donc c'est surtout cet aspect-là, parce que les Algériens, déjà à l'époque, en 1945, avaient définitivement tranché dans le sens où ils voulaient leur indépendance, ils voulaient être algériens et de nationalité algérienne et pas autrement. Et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important parce que le 8 mai 1945 est une étape, donc, du point de vue historique, nécessaire. Pourquoi? Parce qu'après ce qu'on avait vécu en tant qu'autochtone, à partir de la conquête, de la période de la conquête, on était entré dans une période différente qui se situe et qui orbite, donc non dans le nationalisme algérien, mais des revendications d'indépendance de 1900. Une manifestation deviendra un véritable bain de sang. Et ça commence à Sitif, le geste, l'assassinat du jeune Bouzi. Revenir sur la définition Oui. de cet épisode traumatique. Le 8 1945 a été précédé par les manifestations pacifiques du 1er mai. Du 1er mai. À Guelma et Sétif, il y a eu des manifestations des travailleurs qui n'ont pas été émaillées par des incidents, contrairement À Alger. à ce qui à Alger coloniale. Déclaration du secrétaire général de la préfecture d'Alger qui avait dit
porter ce qui s'est passé en Algérie à travers ces colloques de dimension internationale. Donc c'est une manière un peu de faire de la diplomatie universitaire. Donc c'est comme ça qu'on est passé d'un colloque national à des colloques internationaux, on appelle, à des universitaires, et particulièrement des universitaires français qui ont travaillé sur l'Algérie. Quand on dit universitaires, ça va des historiens, des juristes, des défenseurs des droits de l'homme. Et finalement, c'est des relais qui ont permis de faire connaître ce qui s'est passé le 8 mai en Algérie. Je vous renvoie au film de Yasmina Haddi, qui a été dans le titre L'autre 8 mai 45, c'était pour les Français, pour dire qu'il n'y a pas que le 8 mai 45 que vous connaissez, il y a un autre 8 mai 45 qui s'est passé en Algérie. Et là, c'était un peu le déclic. C'était très important. Donc, ce travail-là, bien sûr, il y a aussi le travail des mouvements associatifs, comme l'association du 8 mai 45 de Guelma ou la Fondation nationale, qui a contribué beaucoup à faire connaître un peu tous ces massacres et tout ce génocide qui a été commis à Guelma et à Sétif. L'université, justement, ces dernières années, avait eu cet intérêt particulier, notamment à Guelma, à ces événements. Je sais qu'il y a eu beaucoup de... plus des colloques, etc. Il y avait beaucoup de publications universitaires. Oui, justement, parce que là il ne suffisait pas d'organiser des colloques. Mais il va falloir trouver la pérennité de ces colloques, surtout de la production scientifique. Comment contribuer à l'écriture de l'histoire et enrichir la production scientifique dans ce domaine-là. Donc, parallèlement à ces colloques, on a créé un département d'histoire. C'est très important pour pouvoir justement faire une continuité de ce travail-là. Ensuite, on a créé un laboratoire de recherche sur l'histoire. Donc c'est ça pour dire que ce travail continue à travers ces structures qui sont pérennes, qui sont là, qui continuent à faire ce travail-là. Monsieur Kamal Filali, une question donc on a parlé de génocide contre l'humanité et répression. Bon, dans les deux cas de figure, la répression existe. Oui. Seulement là, du point de vue juridique, c'est tellement... Parce que les deux termes appartiennent, donc leur naissance du moins, appartiennent à une époque. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre époque. Donc, à l'époque 1945, on est au courant de du travail effectué par le tribunal de Nuremberg à l'époque, le tribunal pénal, le tribunal militaire de Nuremberg pour le jugement des criminels nazis. Hein, des criminels nazis. Et donc là, ils ont dû s'appuyer sur... Il faut toujours une base légale pour engager des poursuites ou pour éventuellement organiser des procès. Et là, on a retenu, du moins les accords de Londres du 8 août 1945, ont retenu donc le crime contre la paix, le crime contre l'humanité et le crime de guerre. Et à l'époque, on ne pouvait pas dissocier donc le crime de guerre du crime contre l'humanité. C'est-à-dire, pour établir le crime contre l'humanité, il fallait une guerre. Ce n'est que par la suite, en 1948, avec la Convention internationale sur le génocide, de l'ONU s'est inspiré un petit peu des deux doctrinaires quand même qui se penchaient sur l'action. Raphaël, qui est lui à l'origine du terme génocide, dans le sens où génos, c'est la race, et cide, c'est le meurtre, les tueries d'une certaine race. Et donc, puisque nous sommes en 1945, nous devons nous situer dans la législation qui existait à l'époque. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a eu d'autres événements, notamment les années 90, 94 avec le génocide rwandais, etc. Et nous avons le droit international a progressé. Les notions, du moins du droit international, ne sont pas restées ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a eu un développement, qu'à l'époque, il y avait le crime contre l'humanité, le crime de guerre et les crimes contre la paix. Nous avons
une intervention de l'Assemblée générale, la Convention sur le génocide avec une définition suffisamment précise. Et là, le plus intéressant, c'est que déjà en 1946, il y avait une résolution des Nations Unies, l'Assemblée générale, qui disait que les principes utilisés, qui servaient de base légale pour Nuremberg, sont des principes du droit international coutumier. Ce qui fait que c'est là où intervient, donc moi j'ai donné les définitions, oui, mais c'est là où intervient le massacre. Le massacre du 8 mai 1945, les atrocités, c'est que le sang a coulé. Même si c'est une seule personne, il ne fallait pas regarder l'individu. On a un individu et donc ce n'est pas important. Mais l'histoire du droit pénal international et surtout celle de la jurisprudence nous renseigne aujourd'hui qu'un acte isolé, qui ont une femme, mais que le viol finalement est pratiqué pour toucher à l'honneur d'une tribu, d'un douar, d'une dachra, d'une communauté, d'un groupe. On se rend facilement dans une situation d'apuration ethnique. Le problème, c'est qu'on est en train de liquider une race, un groupe ethnique. Et c'est là où réside toute la différence entre l'action criminelle dirigée contre les individus, contre des populations ciblées et civiles, ciblées, et on peut les protéger, et de l'autre côté, plutôt le génocide qui est beaucoup plus dirigé vers un groupe, vers une communauté ethnique, raciale, religieuse et d'autres. 3 points de suspension. Je ne citerai pas les évolutions qu'aujourd'hui la scène internationale voit venir. Un autre élément qui me paraît être très important dans le génocide, il y a non seulement la liquidation d'un groupe, et il faut aller chercher plus loin. Est-ce qu'il y avait une intention pour liquider un groupe ou est-ce qu'on avait l'intention de porter atteinte? Et c'est pour cela que la preuve du génocide en matière de droit et en matière de procès, on voit toute la jurisprudence actuelle, que ce soit celle par exemple, du tribunal pénal international pour l'ex Rwanda ou même le tribunal pénal international de la Haye, qui est la conséquence d'un traité de Rome, c'est difficile à prouver et que dans pas mal de cas, on ne retient pas le génocide, mais on retient le crime de guerre. Merci. Crime contre l'humanité, je pense que M. Kamel Benirejgon, votre livre Enquête, vous avez démontré que l'intention y est à l'époque. Absolument. Absolument. Moi, je voudrais citer l'exemple de la ville de Guelma. On laisse la ville de Guelma. On commence à citer, parce qu'il y avait quand même des mechtas qui ont été complètement rasés. Je sais que vous avez mis l'accent sur plusieurs. Après, on revient sur la spécificité. Donc, moi, je voudrais revenir sur un point qui me semble important. Oui. À savoir la manifestation du 8 mai 1945. Ouais. La manifestation du 8 mai 1945 est une manifestation nationale. Elle est pacifique, oui. Elle est nationale. Parce que quand on prend par exemple des exemples concrets, il y a eu une manifestation à Annaba, qui a été réprimée. À Constantine, à Biskra. À Constantine, il y a eu une demande d'un membre, à savoir Jamel Derdour, qui a été refusé par le préfet de Constantine, l'estrade Carbonel, qui est une partie prenante dans la répression, d'autant plus que le 10 mai, il avait lancé à travers un quotidien de Constantine, avait invité à se constituer en milice. Ça, c'est un deuxième élément. Il y a eu une manifestation à Blida qui a été aussi réprimée. Il y a eu des manifestations à Sidi Bel. Il y a eu des manifestations à Tlemcen. Il y a eu des manifestations à Elma, dans différentes parties du pays. Ça, c'est un élément important. Pour ce qui est, je voudrais, si vous voulez, revenir sur la définition. Moi, quand j'entends dire
de l'autre côté de la Méditerranée, l'insurrection du 8 mai 1945. C'est une manière de masquer et c'est une manière de justifier la répression, Oui. une répression disproportionnée et impitoyable. Et pour revenir à votre question, des centaines, pour ne pas dire de milliers de mechtas de tout le nord constantinois ont été rasés. Et puis, je voudrais revenir au reportage de Smaïl Belkhaïdia. Il a utilisé le mot guerre. Le 8 mai 1945, la France coloniale a déclenché une guerre contre un peuple désarmé. Ils ont utilisé l'aviation qui a pilonné et qui n'a pas utilisé, comme ça a été écrit par des écrivains, ou plutôt les adeptes de la mémoire coloniale, ils n'ont pas jeté du sable, ils ont jeté des bombes de 50 à 100 kilos. Ils ont rasé des centaines de mechtas d'une très grande partie du nord constantinois. Ça, c'est important. Ils ont utilisé la marine. Pour vous donner un exemple très simple, lors du simulacre de la reddition du 22 mai à Melbourne, ils ont utilisé 7 bâtiments de guerre. Ils ont utilisé des avions. Des chars. Ils ont utilisé aussi la terre. Donc, et je veux aussi rebondir sur un point important. Ils ont dit que l'armée a été prise au dépourvu. Non, ce n'est pas vrai. Ils se sont préparés pour réprimer un peuple avide de liberté, d'émancipation et d'autodétermination. Je voudrais, pour terminer, revenir à Guelma. Pourquoi Guelma? Parce que la milice a été constituée en avril 1945, c'est-à-dire un mois après l'installation d'Achiari, qui a été nommé en mars 1945. Donc, et puis ils ont de tout temps nié l'existence des milices. La milice a tué, a réprimé, a violé. Non, il faut rappeler également la constitution de cette milice parce que c'était un moment important. C'est l'armée qui a armé des civils. C'est Achiari qui a armé les civils. Voilà. Il y a une différence entre ce qui s'est passé à Sétif et à Guelma. Oui. À Sétif, la répression a été confiée en catimini par l'estrade Carbonel, et j'ai les documents. Oui. Le 8 mai, il l'a confié à l'armée, qui n'avait pas la formation et la spécificité pour le maintien de l'ordre. Ça, c'est important. Pour ce qui est de Guelma, la répression, dans les premiers temps, a été menée par les miliciens. Je vous donne un exemple. Oui. Comme l'a si bien dit Maître, c'est un crime contre l'humanité. Bon, moi, je pose des questions. En France, actuellement, peut-on tuer impunément des manifestants? En France, peut-on donner, ou plutôt fermer l'œil sur un crime commis par un représentant? Le 8 mai, ils ont arrêté 9 jeunes militants de 19 à 40 ans. Le 10 mai, sur ordre d'Achiari, ces militants ont été fusillés. Pourquoi ils ont été fusillés? Parce qu'ils ont fredonné un chant patriotique. Et c'est consigné dans leurs archives. Achiari avait peur d'un chant patriotique qui allait, selon lui, propager ou déclencher un mouvement séparatiste généralisé. Je voudrais aussi rebondir sur quelque chose. Nous ne connaissons pas, je mesure mes mots, le 8 mai 1945 en Algérie. Et puis, je suis désolé de le dire, nos manuels scolaires ne disent absolument rien sur les massacres, les viols, la razzia aussi. C'est très important.
sur le sort réservé à de milliers d'orphelins. Et puis, on pourrait aussi parler des réparations. Il y a eu les deux poids, deux mesures. Les orphelins européens ont reçu des réparations 2, 3, 4 à 5 fois, alors que les orphelins indigènes, entre guillemets, ont été laissés et abandonnés à leur triste sort. Parce que dès le départ, on a caché la réalité. Jusqu'à maintenant. Vous évoquez des martyrs ombres, qui n'avaient pas d'identité. Qui ne sont pas reconnus en tant que tels. Qui ne sont pas reconnus en tant que tels, monsieur. Figurez-vous, je reviens sur deux choses. D'abord, le caractère pacifique. Oui. Parce que du témoignage des gens qui ont vécu, qui ont vécu le 8 mai à Guelma, avant l'organisation de la marche, ils étaient fouillés pour s'assurer qu'effectivement, il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas d'armes. Donc c'était vraiment pacifique. Et pour dire que finalement, on ne peut pas parler de crimes de guerre, puisqu'il s'agit d'une armée en face de personnes civiles, d'un peuple désarmé, de civils. Et il faut penser aussi, c'est qu'à Guelma, ce qui s'est passé, ce n'est pas le 8 mai en fait, c'est tout le mois de mai et juin, à Guelmaville, dans les villages avoisinants. Et donc toute cette milice continuait à tuer en masse des civils dans la région de Guelma. Ça, c'est même à Sétif aussi, hein. Dans la région de Sétif, quand je parle de la région de Sétif, ça ne veut pas dire Sétif-ville. Sétif, Béjaïa, la Ouaya de Mila. Oui, oui. Moi, dernièrement, on était encore dans un village, Boudria Bniadjis. Ils ont commis des crimes horribles. Ils ont violé des femmes. Ils ont humilié des hommes, leurs enfants, leur famille. Je dis il est méconnu parce que France, qui a commis un crime abominable quelques heures après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'a pas voulu reconnaître, la rançon jamais qui a été commis en 1945. Plusieurs raisons. Parce qu'elle a dépassé toutes les exactions. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce qui a été commis pendant plus de 3 mois dans différentes régions du pays. Et pour communiquer, on a interdit aux avocats, la population européenne de l'époque avait exercé une pression terrible sur les avocats du barreau d'Alger pour ne pas défendre la cause de centaines d'Algériens, d'indigènes, qui étaient pour la plupart innocents. Monsieur Fileli, on a parlé d'une armée, une armée régulière, assistée par une police, des légionnaires, des tabors, qui vont procéder à une opération de répression. D'un point de vue juridique, est-ce que c'est... Moi, ma réaction ne peut qu'être différente par rapport, par exemple, aux historiens ou aux journalistes. Nous n'avons pas les mêmes définitions et nous n'avons pas les mêmes perceptions. Rien que pour dire que la question demeure vivante, je suis professeur d'université et par conséquent, pas plus tard qu'avant-hier, l'un de mes étudiants, les jeunes doctorants, m'a indiqué le choix de son sujet, de son thème de recherche, qui n'est autre que les crimes coloniaux en Algérie. Et je lui ai demandé, bien sûr, une approche académique, méthodologique, qui ne soit pas uniquement chronologique pour me définir l'horreur, parce qu'aujourd'hui, nous connaissons l'horreur. Nous connaissons la dimension de l'horreur, et j'ai déjà parlé des crimes et défini les crimes qui ont existé et comment on les approche dans une période donnée. Donc, 1945 jusqu'à 1950 à peu près, dans le sens où 1948, il y a la Convention sur le génocide, et 1950
1948, le 10 décembre, il y a aussi la convention internationale sur les droits, la déclaration internationale sur les droits de l'homme, l'UDH. Donc, et ça, c'est très très important. C'est très important parce que c'est des textes et on doit s'en saisir. Nous parlons de guerre. D'accord? Si la guerre parte de 1945, il faudrait constituer un dossier avec les éléments, pour ne pas dire les preuves, qui font, y compris les intentions, oui, la préméditation. C'est très très important. Moi, je parle de la confection d'un dossier. Dans l'affaire du 8, ou plutôt du 17 octobre 1961, et j'étais présent dans cette affaire depuis son jusqu'à son aboutissement devant la Cour européenne des droits de l'homme, les tribunaux français, la difficulté de déclencher une plainte, puisqu'il fallait aller chez le doyen des juges, il fallait faire une navette entre les différentes entités judiciaires pour pouvoir faire aboutir cette plainte et voir le tribunal et la cour d'appel et la cour de cassation rendre des décisions qui rentrent dans ce qu'on appelle l'exhaustion des procédures internes pour pouvoir aller à... On nous sort des questions sur l'amnistie. L'amnistie française accordée, par exemple, sur... donc, le débat ne se situe plus au... Est-ce qu'il y a eu guerre? La guerre est importante. On est dans une guerre et tout le monde aujourd'hui est au courant de la guerre d'indépendance d'Algérie. Le qualificatif est important aussi, dans le sens où la qualification du conflit va nous servir à utiliser un droit. Est-ce que nous sommes dans le droit humanitaire ou est-ce qu'on est dans les droits de l'homme ou est-ce qu'on est dans le droit... Et le droit humanitaire, donc les 4 conventions de Genève de 1949 et leur violation, la violation des conventions de Genève de 1949, aujourd'hui si on voit par exemple le traité de Rome, il cite par exemple la violation, l'emplacement de 1944 qui était le crime contre la paix, etc. C'est pour ça que je parle d'évolution, je parle de la notion de guerre, et donc il faut toujours aller vers les éléments qui peuvent nous servir de preuve à présenter devant un juge, parce que c'est lui finalement qui va prendre la décision. Si on va à Nuremberg ou si on va au Rwanda ou dans n'importe quel tribunal, le juge va appliquer la loi, et toutes les lois, qu'elles soient internes, internationales, les lois donc, qui sont héritées de notre histoire, de nos traditions, etc. Et c'est important de le dire, parce que si on va au Rwanda, on va voir qu'il n'y a pas le tribunal uniquement international pour le Rwanda qui se situe à Arusha, qui a pris en charge les criminels du génocide, mais ça a été aussi de la justice traditionnelle. Ils ont fait appel à des tribunaux qu'on appelle dans leur tradition les kakacha, et des personnes ont été traduites et condamnées selon la sagesse de ce peuple, etc. C'est pour ça que nous tenons compte d'éléments très importants, mais l'essentiel, c'est de construire les dossiers. Les dossiers. Voilà. Monsieur Beni, moi, je voudrais rebondir sur les plaintes. Oui. En 1945, il y a eu des plaintes. Il y a eu plus de 600 plaintes, aussi bien à Sétif qu'à Guelma. Mais avant de revenir sur cette question des plaintes, bon, le crime est là, les preuves sont là. Bon, le 26 juin 1945, avant la venue du ministre de l'Intérieur, Texier à Guelma. Oui. Il est passé par Constantine, Annaba et Sétif. Avant sa venue ici à Guelma, l'autorité militaire et civile, problème, se trouvait devant un dilemme, le dilemme des cadavres. Pour effacer les traces et pour faire de cet homicide un crime parfait, il fallait éliminer, faire disparaître ces cadavres-là. Ces cadavres. Avant justement d'aborder ce procédé, je vous invite juste
à suivre ces témoignages donc recueillis ici à Galma, et on revient juste après pour aborder justement la spécificité de la rédaction ici à Galma. اللافيتات كانوا موجودين، كل في حاجه داره ما خباهم صالح كعبازي ميليتون دي بي بي اوسي. قلت له يا خويا هبطت معك ذاك واش نقول لك نساوي يا خويا وذيك لي شون هذوك قلت كان راه نتعدى غير عرفه كاينه حاجه. الدنيا ولا طالت بي رحبة الدنيا ولا طالت بي ولا طالت بي نحسبو تدرى ويروح لأموالي لا الله. كنا الدورة هنا ونسكن في الريم وكذا واحد الصوت 200 متر برك. قلت نروح للدار. أنا جيت ندور هكذا نلقى رجلي ضربت في كتافي. قعدت نلقى عسكري قابلني. خرجت لارمي لا في دي سوبيراسيون في التلفيز تاع العرب وكذا بصح لا ريبرسيون مكفريه في لا ميليس لي سيفيل لي كولون. Monsieur Mohamed Namcha, donc ici à Galma, la brutalité est venue des civils européens, les milices constituées par le sous-préfet Achiari. En fait, ces milices étaient soit des colons, des groupes donc qui donnent leurs intérêts, soit des anciens militaires. Alors, et donc ils avaient quelque part un acharnement à faire en sorte qu'il fallait réprimer d'une manière forte pour pouvoir continuer directement cette révolte et qu'il n'y ait plus de révolution par la suite. Donc c'est un peu l'état d'esprit. Et puis à Galma, il y avait également la spécificité des manifestants parce qu'il y avait une masse ouvrière importante. À Sétif, c'était la paysannerie plutôt, n'est-ce pas? Effectivement, à Galma, c'était parce que c'était le PPA, c'était encadré par le PPA, par les cellules du PPA, donc c'était des militants, c'était des militants préparés, bien organisés, c'était ça. Donc, et donc c'était. Mais après, une fois après le 8, la révolte et les actions s'est étendue sur toute la région. En allant de Belkhir, le Khzara, Yopolis, toute la région de Galma a été touchée par ces réactions et ces massacres. Des gens qui ont sur les routes assassinés. Monsieur Kamal Beniaïch, dans votre livre, vous avez fait état d'un certain nombre donc, de crimes, c'est-à-dire des Algériens qui ont été arrêtés et puis les milices les faisaient sortir donc, des brigades de gendarmerie pour les tuer dans les champs. Oui, absolument. Que ce soit à Sétif, dans la région de Sétif, oui, ou que ce soit à Galma, les tortionnaires se sont distingués par les éliminations sommaires. La preuve, c'est que, et puis les documents existent, on n'est aucune difficulté à extraire des prisonniers qui n'ont pas été jugés oui, de la prison de Galma, d'un local des scouts, de la caserne de Sétif, de la gendarmerie de Beni Aziz, pour les éliminer. Donc, à l'époque, les colons, les miliciens, avaient droit de vie et de mort sur les indigènes. Et puis, ce qui me touche le
plus, c'est que les victimes étaient ciblées. On ne ciblait que les jeunes, les hommes, les instruits et les militants du mouvement national. Et pour rebondir ce qui a été dit par le professeur, la manifestation du 8 mai a été organisée et décidée par le PPA sous couvert des AML. Et je voudrais, si vous voulez, rebondir sur les plaintes. Parce que la France coloniale a tout fait pour camoufler et masquer ce crime. Pourquoi? Pour deux raisons. Elle ne voulait pas être condamnée par le monde libre. De victime, elle se transforme en bourreau. Ça, c'est un point essentiel. Et elle a continué jusqu'à nos jours à dissimuler les faits. À dissimuler cet autre 8 mai à l'opinion publique française, qui ne sait rien du tout sur ce qui s'est passé le 8 mai 1945 en Algérie. Pour la question des plaintes, des centaines de familles, des régions émaillées et meurtries par ces crimes ont déposé des plaintes. Les juges et les policiers qui étaient chargés des enquêtes se sont cachés derrière le manque de preuves. Et c'est cette raison-là, ou plutôt derrière cette raison-là, que les dossiers de centaines de familles ont été classés. Donc, pardon, et je termine. Pour ce qui est des preuves. Non, avant les preuves, justement, pour poser la question à M. Filelli, j'aimerais aborder avec vous la question de deux procédés. Les fosses communes, c'est-à-dire les charniers, et le fait d'avoir déterré, justement, des Algériens assassinés, tués, enterrés dans des fosses communes, et puis brûlés dans les fours à choux ici à donc d'Innopolis. Ils les ont déterrés et brûlés pour une raison très simple. C'est effacer toute trace de crime. D'autant plus que, à son arrivée, Texier avait auditionné aussi bien Achiari que des policiers, ainsi que le directeur de la prison. Moi, ce qui me chiffonne, c'est qu'ils ont reconnu les crimes commis et ils n'ont pas été pour autant inquiétés et poursuivis. Monsieur Filelli, tout à l'heure, vous abordez justement le procès de Nuremberg. Et nous savons que d'un point de vue historique, pour choquer justement l'opinion publique internationale en 1945, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré les fours crématoires de l'armée nazie, pour un petit peu choquer, etc. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui le fait, parce que c'était exactement c'était le même procédé, c'était brûler des cadavres pour l'ampleur du massacre. C'est la même chose. C'était le même procédé qui a été utilisé par les autorités coloniales ici, donc à Galma. On a brûlé des cadavres pour dissimuler plutôt l'ampleur de la répression. Parce que c'est pas la même chose. On les transportait, les cadavres, de Guelma jusqu'à Héliopolis pour qu'ils soient brûlés dans les fours qui étaient sur place à Héliopolis. C'est là où se passaient donc leurs activités horribles. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la France coloniale n'a pas commencé ses brutalités en 1945. Oui. Et donc, toutes les horreurs ont été connues depuis l'invasion, donc 1830, et donc le processus s'est continué. Mais ce qui est peut-être vérifiable, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un rebondissement, une prise de conscience, il y a le réflexe qui intervient devant cette panique, c'est on brutalise, on tue des populations civiles
et donc qui sont des meurtres de masse. Donc on n'a aucun doute que sur le fait que 1945 est une brutalité, est une horreur, en plus de ce qui a déjà existé comme crime colonial avant 1945. Nous ne parlons pas de la préméditation, c'est déjà le seul fait qu'il y ait des milices préparées, armées, et à qui on avait donné l'ordre de tuer. D'ailleurs, l'horreur, on la voit jusqu'à de nos jours, quand on est là pour commémorer les événements tragiques, on voit quand même ce militaire tiré à bout portant sur ce fellah ou ce nomade qui est dans sa tente. Et c'est horrible, c'est horrible. Et ça dénote aussi l'approche du colon par rapport à l'Algérien. Tu n'es un moins que rien. C'est pratiquement, tu n'es pas humain. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de manifester une quelconque humanité à ton égard. Maintenant, le problème aussi, les préparations qu'il y a en parallèle, c'est que si on revient à Nuremberg, et on a cité Nuremberg parce que c'est 45, et nous nous situons un petit peu dans l'esprit de l'époque. Si on prend le procureur américain Jackson, les autres procureurs donc venant de l'Union soviétique et français, etc., ont voulu à un moment donné poser le problème des poursuites, des atrocités, des persécutions. Et ensuite, les États-Unis ayant leurs propres problèmes internes de persécution, etc., ils ont eu peur que ça se retourne, cette jurisprudence se retourne contre eux. Les British, ils ont leurs problèmes, Nigeria. Ils étaient donc au Nigeria et d'autres, l'Inde, etc. Ils étaient eux-mêmes des colonisateurs et avaient donc des choses à se reprocher sur le plan des droits de l'homme, sur le plan donc humain, etc. Et la France avait donc l'Algérie. Et l'Algérie était pour eux, d'ailleurs ce qui est débile de leur part, c'est qu'ils n'ont toujours pas pensé que ce territoire faisait partie de la France, du territoire français. Et même quand ils ont expliqué, par exemple, à leurs militaires qu'ils allaient être transportés en Algérie pour faire la guerre, ils ont dit que voilà, on veut séparer notre territoire, on porte atteinte à l'intégrité de la territoire royal française, et ce n'est que quand ils sont venus ici que certains d'entre eux qui étaient honnêtes, ont fait part de leurs sentiments et surtout dans des émotions qu'ils ressentaient dans des lettres qu'ils avaient transmises à leur propre famille en France. Mais l'horreur, elle était là. Monsieur que reste-t-il de la mémoire donc, de ce four de... Préciser par contre que le four où ont été brûlés les cadavres appartenait à Lévy. Lévy qui lui-même milicien, c'est sa propriété. Puis je voulais dire que, en parlant de guerres coloniaux, je me rappelle un colloque qu'on avait organisé en 2015 sur les 4 universités. Pour la première fois, c'était pour célébrer le 8 mai à l'occasion de Constantine, capitale de la culture arabe. Donc on avait organisé quelque chose entre Guelma, Sétif, Constantine et Béjaïa, les 4 universités. Et le thème, c'était les crimes coloniaux au pluriel. Oui. C'était la première fois où on avait ramené des universitaires, mais attention, des Africains, des Anglais, des Américains, bien sûr des Français, des nationaux, et on voit finalement la similitude entre les crimes de guerre. Ça se ressemble à quelques manières ou quelques procédures, mais ça reste toujours des crimes contre l'humanité. Je voulais dire autre chose aussi, c'est que je je suis confiant et optimiste quant au travail de mémoire qui reste beaucoup qui se fait et qui doit continuer à se faire. Surtout que maintenant on se félicite que le 8 mai est consacré comme journée nationale de la mémoire. Et donc il faut ouvrir de nouvelles perspectives. Une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est le témoignage.
professeur parlait de cette manque de preuves, mais les témoins, c'est des preuves. Les témoins, il y a des témoins nationaux et des témoins étrangers, surtout les correspondants de presse à l'époque. En 1945, il y avait des correspondants anglais, américains qui ont témoigné, qui ont écrit des papiers sur ce qui s'est passé en Algérie. Sur ce qui s'est passé, justement, j'aimerais aborder avec vous la couverture médiatique avec M. Kamel Beniaïch de ces manifestations. Il y avait quand même une couverture un petit peu particulière à l'époque. Je suis désolé de dire que Oui. il y avait une seule couverture. Oui. Il y avait un seul son de cloche. Mis à part un témoignage extraordinaire d'un reporter, la presse française, unanime, aussi bien la presse d'Algérie que celle de métropole n'a rien vu, n'a rien entendu. Et jusqu'à maintenant. Donc il y a eu une médiatisation à sens unique. Les indigènes que nous étions étaient des fantômes. Ouais. Donc on a parlé de 103 victimes européennes. Du côté algérien, on n'a pas cité un nom. Ah non. On n'a même pas cité le nom du premier, à savoir Saad Bouzi. Ça, c'est très important. Et puis, jusqu'à maintenant, il y a un déni. La presse française, jusqu'à maintenant, parle d'insurrection. Alors qu'en mai 1945, je le dis, je persiste et signe, il n'y a pas eu d'insurrection en mai 1945. La seule et unique insurrection, c'est celle du 1er novembre 1954. C'est pour justifier, je dis bien, pour justifier la répression qu'ils utilisent l'insurrection de mai. Bon, pour revenir à votre question, dans les chiffres notamment qui ont été avancés à l'époque. là, moi, dans mon deuxième ouvrage, je Justement, dis le bilan mutilé. Le mai à Sétif, la manifestation a commencé à 8h30, elle s'est terminée dans un bain de sang 2 heures après. L'autorité civile et militaire avait toute la latitude pour, disons, établir un bilan des indigènes tués, blessés et massacrés. Elle ne l'a pas fait. 2 jours après, ils ont pris plus de 85 cadavres qui ont été enterrés dans 2 fosses communes qui se trouvent actuellement au cimetière Sidi Saïd de la ville de Sétif. Ils ont massacré des centaines de personnes dans différentes régions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gouverneur d'Algérie, Yves Châtaigneux, a attendu le 30 juin pour instruire l'estrade Carbonel pour qu'il établisse des inventaires sur les pertes humaines et matérielles de la population indigène. Et les preuves sont là, les documents sont là, les différents administrateurs, je dis bien de la région de Sétif, la réponse des administrateurs de la région était toute simple, rien à signaler, alors que les cadavres, les noms de ces infra-humains sont là pour montrer qu'un crime abominable a été commis dans des régions qui n'ont pas été émaillées par le moindre incident. Et puis pour ce qui est des témoignages, malheureusement, les derniers rescapés, les derniers témoins de cette étape traumatique ne sont plus de ce monde. Je pense que nous avons aussi les moyens, à travers les archives, et les archives parlent d'eux-mêmes, pour montrer encore une nouvelle fois les crimes et les exactions commis par
l'armée française, l'administration coloniale. On n'a pas parlé de l'administration coloniale. La répression administrative et judiciaire a été terrible. Des fonctionnaires, des instituteurs, des cheminots qui ont été... Même des collégiens ont été... Absolument. Des écoliers aussi. Des écoliers, oui. Je voudrais rebondir sur les collégiens. Nous allons, la semaine prochaine, célébrer le 19 mai 56. Oui. Et puis, moi je le dis, le 19 mai 56 a commencé le 8 mai 45. Pourquoi? Je me rappelle, parce que j'ai un document, un ouvrage extraordinaire, les mémoires de Si Hussein Aït Ahmed. Le 8 mai était collégien, était lycéen, pardon, au lycée de Ben Aknoun actuel, le lycée Mokrani. Eh bien, Hussein Aït Ahmed avait, avec beaucoup de ses condisciples et camarades, participé au 8 mai 45, avait participé à la marche et avait milité dans une cellule du PPA qui était dirigée à l'époque par leur surveillant général, qui n'était autre que Samar Bentoumi, Allah yarhamou. Donc, le 8 mai, le 19 mai, en vérité, a commencé le 8 mai 45. Le 1er novembre, en vérité, a commencé le 8 mai 45. Pourquoi? Parce que pratiquement tous les leaders de la révolution algérienne, Boudiaf, Allah yarhamou, Bitar, Ben Mhidi, Belouzdad, va jouer un rôle, oui. Didouche, Bossouf, Ben Boulaïd, Zerout Youssef, Ben Tobel, Zerout Youssef, Bossouf, voilà, Bossouf, étaient des militants actifs, avaient d'une manière ou d'une autre participé dans la manifestation, étaient actifs. Très, très actif. Monsieur Mohamed Namcha, vous savez que les historiens révisionnistes, pour les citer, etc., aujourd'hui, ils essayent à minimiser l'ampleur de ce drame qui a touché donc les Algériens en 1945, notamment en jouant sur les chiffres. Certains essayent de dire que le 45 000 c'était pas le chiffre, etc. Or, nous savons que l'Américain a avancé un chiffre beaucoup plus important que les 45 000, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Bon, tout ça, toute cette, ces écrits, voire contradictoires, c'est une orientation, en fait, c'est voulu. Et on rentre dans cette dynamique de calcul combien, en fait, c'est des morts. N'empêche, c'est des morts. Des 40 000 ou 10 000, ça reste des civils qui ont été massacrés d'une manière sauvage. Ceci, ça renforce un peu l'idée de dire qu'il y a toujours du travail à faire. Donc le travail d'historien, le travail de recherche. Je saisis l'occasion pour dire qu'il y a un travail que je trouvais intéressant qui a été fait par un professeur à l'université de Tlemcen, le docteur Chaouch Ramdan, sur justement le 8 mai 1945 dans la presse étrangère. Donc il a fait toute une compilation de tout ce qui a été écrit, aussi bien la presse écrite que surtout la presse écrite à l'époque, ce qui a été écrit et toutes les contradictions qui faisaient sortir par rapport à ce qui est écrit dans la presse française. C'est très important à lire. Et donc le travail d'écriture de l'histoire et de vérité doit continuer. Et on sent qu'il y a encore un besoin. Après 77 ans, les gens ont un besoin de savoir encore davantage ce qui s'est passé, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle mondiale. Et donc c'est une occasion, une opportunité de dire, je crois que c'est un travail qu'il faut continuer à faire, des recherches encore plus poussées, surtout qu'on a accès à ça, accès relatif à des archives, et c'est une occasion peut-être de creuser encore davantage cette question. Monsieur Filali, est-ce que le chiffre, donc c'est-à-dire le nombre de victimes... Le nombre importe peu. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y ait 45 000 ou qu'il y ait une dizaine, le seul fait qu'on le fasse dans le but de massacrer une population,
massacrer par exemple une centaine et puis dire à suivre. Donc tout cela est condamnable. Condamnable. Si par exemple on tombe dans les dessins du colon, à savoir, oh, il n'y en a eu qu'une dizaine, donc une dizaine, c'est pas important, etc. On n'en parle pas. Non. On en parle, pourquoi? Parce que même un seul, et j'ai cité au départ de notre émission, l'intentionnalité l'intention, c'est de détruire l'honneur, c'est de détruire la personnalité, c'est de faire porter atteinte à un groupe religieux, ethnique, etc., etc. Tout cela doit être pris en considération et par conséquent, si on tombe dans la quantité, on en fait une affaire quantitative, c'est-à-dire qu'on va jauger si c'est important ou pas, on dénature les faits, on dénature l'acte infâme qui a été commis par le Coran, etc. Et ça, c'est inacceptable. Je rebondis sur ce qui a été dit par rapport aux témoins. Les témoins, c'est bien, on les entend, on les écoute. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous ayons encore des rescapés de 1945. Nous avons peut-être des personnes qui peuvent transmettre encore ce qu'ils ont entendu. Mais la recherche, et nous avons évoqué par exemple les chiffres américains, la présence américaine, étrangère en Algérie à l'époque. Moi, j'ai été une fois vraiment surpris par le fait qu'un étudiant à l'université de Miami, aux USA, me dise « Je fais une recherche sur votre pays, à travers quoi ?» C'est-à-dire qu'il recherche l'histoire algérienne à travers la presse d'expression latine. Donc tout le monde s'est exprimé, hein, et il y a des microfilms de l'époque, de la presse de l'époque, c'est-à-dire qu'il faut engager des recherches et engager des fonds aussi si on est sérieux dans notre volonté de recherche de la vérité. C'est ça ce qui est important. Parce que maintenant, les témoignages faits en aparté, etc., si on n'a pas devant un juge, est-ce que ça pèse ou ça ne pèse pas? Déjà en droit interne, le juge, il peut, on écoute un témoin ou on auditionne un témoin, fi sabil istidlal, ou par exemple le serment, etc. Donc on passe par des étapes. La preuve judiciaire n'est pas une preuve. Mais si on veut une preuve judiciaire, on va fouiller aussi dans les archives des tribunaux qui ont eu à connaître ne serait-ce que quelques affaires de l'époque, même les plaintes qui ont été déposées n'ont pas disparu, totalement disparu, déchirées, etc. Ça laisse des traces. D'abord, il faut une volonté politique pour recevoir l'aide qui est donc donnée aux chercheurs et impliquer les universités. Et je profiterai donc de ce moment pour aussi parler des ONG. Il y a quelques ONG qui s'intéressent au massacre en Algérie. Et donc, pourquoi pas donc étendre horizontalement ce nombre d'ONG qui vont donc, tout à l'heure nous avions parlé d'une diplomatie, nous ferons une diplomatie parallèle. La diplomatie parallèle, c'est les universités qui organisent cela. Hein? Un professeur qui va, par exemple, s'exprimer sur le 17 octobre ou sur le 8 mai 45 dans une université, par exemple, française ou européenne ou autre, même à Washington, s'il le faut, donc il répand la parole et il faudrait aussi qu'on commence à nous accrocher sérieusement au fait de faire reconnaître les massacres, le génocide contre le peuple algérien par les Français. Il ne faudrait pas qu'on s'en détache et le fait que, par exemple, que l'expert chargé par le président français pour faire des préconisations ne peut pas. Il a fait ses préconisations pour son président et pour la France. Nous devons faire notre rapport et donc faire un listing de tout ce qui est prioritaire et les massacres doivent être prioritaires et je
bien les massacres et ce n'est que par la suite, quand ça sera retenu et mis à l'ordre du jour, qu'on aura voilà, la qualification. C'est un génocide, c'est un crime contre l'humanité, etc. Ça dépend de l'époque. Je vous remercie, M. Filali. Il faudrait quand même... Un dernier mot, 30 secondes pour M. Kamal Ben Yaïch. Oui. Moi, je voudrais parler de deux problèmes qui n'ont pas été abordés et qui sont d'actualité, qui sont actuellement traités par la Ligue des droits de l'homme française, à savoir il y a eu de la torture, il y a eu dès 1945, des disparus. Moi, j'en parle dans mon deuxième bouquin que j'intitule « Massacre de mai en Algérie, la vérité mystifiée ». Un dernier mot avec vous, monsieur Imam Chab. J'insiste un peu sur l'apport des ONG, les associations aussi nationales qu'internationales. À titre d'exemple, le film de Yasmina Haddi, l'autre 8 mai 45, comment il a été justement diffusé en France. Sur la chaîne publique, il a été diffusé à 23 heures, le 8 mai de l'époque. Donc, c'était Gilles Manseron avec un mouvement, avec quelques associations dans les quartiers, et il le faisait diffuser. Donc ce travail-là, c'est un travail qu'il faut citer, qu'il faut multiplier ce genre de travail. Donc impliquer les ONG, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, pour faire connaître effectivement ces massacres qui ont eu en mai 45. Avant de vous remercier, je tiens à rappeler que après le 8 mai 1945, l'Algérien qui a été considéré par le Code de l'indigénat, par l'armée coloniale, par l'administration coloniale comme objet de l'histoire, redevient sujet de l'histoire qu'il a écrit avec son propre sang. Je tiens à vous remercier, M. Kamal Ben Yaïch. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain et auteur d'un livre remarquable, une enquête sur les massacres du 8 mai 1945. Je vous remercie également, M. Mohamed Memch, ancien recteur de l'université de Guelma, pour tout ce que vous avez fait pendant justement, quand vous étiez à la tête de cette université, pour que la vérité soit dite par rapport à ces massacres. Je tiens à vous remercier également, M. Kamal Filali, spécialiste du droit international. Je tiens à remercier également la wilaya de Guelma, la sûreté de la wilaya de Guelma, la direction des Moudjahidines de Guelma. Je tiens à remercier également le responsable du musée des Moudjahidines de Guelma. Je remercie vivement l'équipe technique de la station de Constantine qui m'a prêté aide et assistance pour préparer cette émission. À leur tête, le réalisateur Noufel Chaïta, sans oublier évidemment le directeur de la station régionale de Constantine, Hassan Metatla, et surtout et ami Smaïl. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt.